Bonjour à tous. Alors, on a le plaisir d'être en compagnie d'Olivier Delorme. Donc, Olivier Delorme, vous êtes écrivain. Vous avez écrit Oui, de nombreux romans et nouvelles. Vous êtes aussi historien de formation et vous avez notamment écrit une histoire de la Grèce et des Balkans en 3 tomes, que je n'ai pas lu malheureusement, mais dont on m'a dit le plus grand bien, et qui a notamment été primé. Par ailleurs, donc, vous n'êtes pas marxiste ni communiste, mais de tradition gaulliste et d'un gaullisme social. Et vous êtes donc un fervent patriote. Et aujourd'hui, on va parler de votre excellent ouvrage 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe, qui est sorti en 2016, et qu'on conseille à tout le monde parce que c'est vraiment très pédagogique, très intéressant. Vous prenez différentes thématiques que vous développez en montrant ce que c'est que l'Union européenne. c'était conçu comme un manuel de combat pour donner des arguments à ceux qui se trouvent confrontés. D'abord, bonjour et merci de votre invitation. Voilà, et c'était vraiment conçu comme un manuel de combat pour donner des arguments à ceux qui sont confrontés à l'européisme béat. L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est un peu, plus on est fort. L'Europe, c'est la démocratie, etc. Mhm, Et donc, j'ai pris tous ces poncifs de la propagande européiste pour les démonter et pour montrer combien ils sont faux mhm, à la racine, qu'il s'agisse de l'histoire même de l'Union européenne et de son idéologie actuelle. mhm. Ce qui est intéressant, c'est que comme vous êtes historien, effectivement, vous remontez jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les origines de l'UE, pourquoi elle a été conçue, etc. Alors, je souhaiterais qu'on parle de l'exemple de la Grèce, enfin, ce qui s'est passé en Grèce à partir de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé donc en Grèce, le bras de fer avec la Troïka, etc. Et est-ce que c'est pas une sorte de laboratoire de ce qui pourrait se passer en France? D'abord, je vous parle de Grèce, puisque maintenant j'y passe une grande partie de mon temps, et que je vous parle donc depuis une petite île grecque où j'habite la plupart du temps maintenant. Ce pays a subi une épreuve de laboratoire. Pourquoi la Grèce a été un laboratoire? C'est-à-dire que la Grèce a été, à partir de 2011-2012, un laboratoire de la régression sociale. Avec l'euro, en réalité, une crise qu'on a voulu faire passer pour une crise, comment dire, des fautes du peuple grec. Hein. C'est ce qui a été présenté par nos médias, c'est qu'en réalité, les Grecs étaient responsables parce qu'ils payaient pas d'impôts, parce que, etc., parce qu'ils étaient fainéants, voleurs, menteurs, et j'en passe et des meilleurs. Hein. Il faut se rappeler toute la rhétorique raciste qui a été développée à ce moment-là par les médias, les médias de masse pour justifier les politiques européennes et pour faire croire aux autres peuples européens que ce qu'on allait imposer aux Grecs ne leur serait pas imposé ensuite parce qu'il s'agissait en quelque sorte de faire payer aux Grecs leurs fautes et que les autres peuples n'ayant pas fauté, Mhm, bien sûr, ils n'avaient pas à être solidaires de ce peuple grec à qui on s'est pris. Et donc, si vous voulez, pour moi, il y a un parallèle extrêmement étroit entre ce qu'ont fait les Anglo-Américains en Grèce à la fin de la guerre, une guerre civile, un régime autoritaire, capitalisme dur, etc., etc., et ce que l'Union européenne fait à partir de 2011-2012 euh, à l'occasion, en prenant prétexte d'une crise financière. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais il faut reprendre deux ou trois choses. On a dit, on est obligé de sauver la Grèce, entre guillemets,
Sinon, ça va faire exploser l'euro et donc il faut que les Grecs fassent des sacrifices pour arriver à se redresser et à, entre guillemets, payer leurs fautes. Mais pourquoi ces finances publiques se sont dégradées? Elles se sont dégradées en réalité à cause de l'euro. C'est-à-dire que l'euro, qui est une monnaie unique et qui a été, dont le taux a été fixé par rapport aux anciennes monnaies nationales une fois pour toutes, ne permettait plus les dévaluations. Mhm. Et on était dans une période où l'Allemagne, étant dans une position de force, a en réalité provoqué une hausse générale du taux de change de l'euro. Ce qui fait que pour les pays les plus faibles de la zone euro, ce taux de change est devenu absolument insupportable. C'est-à-dire qu'il était déjà excessif et destructeur de l'économie au moment où on a créé l'euro, mais à la suite de cette envolée, cette envolée du taux de change de l'euro dû à l'Allemagne et à la politique allemande d'accumuler des excédents commerciaux, y compris sur ses partenaires, les pays périphériques qui étaient dans une situation économique beaucoup plus faible se sont trouvés avec une monnaie qui enlevait toute compétitivité à leurs produits. Et donc à ce moment-là, comme on n'a pas voulu reconnaître que cet euro avantageait les forts, euh, leur faisait, leur faisait courir la concurrence mondiale avec un petit réacteur dans le dos. Hein, parce que, bien sûr, les Allemands auraient eu le Deutschmark, le cours du Deutschmark aurait été beaucoup plus haut. Donc les Allemands, le commerce extérieur allemand, bénéficiait avec l'euro d'une monnaie à un taux bien moins élevé que ce qu'aurait le taux de change bien moins élevé que ce qu'aurait été euh, que ce qu'aurait été Le leur marque, commerce extérieur avec le Deutschmark. Mais au contraire, les pays de la périphérie, Espagne, Portugal, Grèce, Italie, France, Irlande, qui avaient des économies beaucoup moins, beaucoup plus généralistes, pas des économies de niche qui permettent d'avoir un taux de change élevé, qui n'avaient pas ce qu'ont mis en place les Allemands après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire un hinterland des anciens pays de l'Est dans lesquels ils font fabriquer des produits à bas coût de main-d'œuvre qui sont ensuite valorisés dans les usines allemandes et revendus avec une valeur ajoutée qui est essentiellement localisée en Allemagne. Tous ces phénomènes-là font que les pays de la périphérie avaient, eux, une monnaie très surévaluée par rapport à leur capacité économique. Et donc, ils ont accumulé du déficit commercial pendant que l'Allemagne accumulait de l'excédent commercial. Mhm. Il faut comprendre que, par exemple, l'euro est ravageur pour l'agriculture grecque. Mhm. Grâce à l'euro, il est moins cher de produire, d'acheter de l'ail chinois et de le faire venir de Chine, ce qui ne gêne pas nos écologistes, parce que, n'est-ce pas, le transport maritime de tout et de rien ne pollue pas, c'est bien connu. Et donc, ces écologistes qui veulent nous faire vivre avec, avec des restrictions, ils sont tout à fait d'accord avec ce libre-échange généralisé qui produit de la pollution bien plus que n'en produit les productions locales. Donc ces Grecs, euh, avec ce taux de change élevé, il était moins cher d'acheter de l'ail chinois que de le produire en Grèce. Bref. Et donc la dette grecque
elle n'est pas due au fait que les Grecs ne payent pas d'impôts. Il y avait le prélèvement à la source avant la France. Alors oui, il y a bien sûr, il y a du coulage dans les commerces comme partout. Mhm. Les professions libérales comme partout cachent une partie de leurs revenus. Voilà. Mais il n'y avait pas une fraude fiscale qui soit d'ampleur à expliquer ce déficit. Mhm. Ce déficit, il est avant tout dû à l'euro qui a créé du déficit commercial, ce déficit commercial étant en fin de compte financé par la dette. Mhm. Et donc, au lieu d'analyser les choses et de revenir sur cette erreur fondamentale qui a été l'euro, on a dit ben, on va faire de la dévaluation intérieure. Comme on ne peut pas dévaluer la monnaie, on va dévaluer les salaires, les pensions et tout le reste. Et donc on a imposé aux Grecs une austérité budgétaire absolument drastique. Euh, c'est les pensions diminuées 15 fois hein, pour au final être la moitié de ce qu'elles étaient au départ. C'est la même chose pour les salaires. C'est des milliers de commerces qui ont fait faillite et qui n'ont jamais rouvert. Si vous allez aujourd'hui, encore 15 ans après, ou 10 ans, 12 ans après, dans les villes grecques, alors bien sûr, vous avez des centres qui sont vivants et parce qu'il y a le tourisme, parce qu'il y a une classe, je vais y revenir, bourgeoise qui a tiré profit de tout ça. Donc vous avez des centres qui semblent fonctionner parfaitement bien avec un niveau de vie totalement européen, mais dès que vous faites un pas de côté, vous allez tomber dans des quartiers où vous n'avez plus un seul commerce, Mhm. 10 ans, 12 ans après, où vous voyez des vitrines peintes en blanc à vendre, à louer, et qui ont fermé à ce moment-là. Vous avez des gens vous avez eu alors une explosion. Euh, vous avez en gros un tiers de la population qui a plongé sous le seuil de pauvreté, un tiers de la population qui est autour du seuil de pauvreté, encore aujourd'hui, hein, et vous avez un tiers de la population qui s'en est très bien tiré, c'est-à-dire qui a maintenu son statut social ou qui l'a augmenté. Euh, Mhm. vous avez eu une émigration parce que les jeunes, et notamment les jeunes bien formés, médecins, ingénieurs, toutes sortes de professions, de professions à haut niveau de formation et à haut niveau de valeur ajoutée pour le pays, dont les études ont été payées par les contribuables grecs, par l'impôt des Grecs, Mhm. sont partis à l'étranger parce que ils avaient plus de travail ou ils avaient des salaires qui étaient des salaires de quasi-misère. Hein. Mhm. Donc vous avez eu un exil de médecins, donc derrière, vous avez des retards d'opération parce qu'il n'y a plus d'anesthésistes, les pédiatres sont partis, donc vous avez toute une série d'endroits où on manque de spécialistes, de cardiologues, etc., etc. Mhm. C'est 500 000 personnes sur une population de 11 millions de moins de 11 millions d'habitants. Donc, si vous voulez, c'est considérable. Mhm. Alors, on nous dit aujourd'hui, le chômage a baissé. Le chômage n'a pas baissé. Le chômage, il a baissé parce que 500 000 personnes sont parties. Mhm. Alors, on nous dit aujourd'hui, la Grèce va mieux. Vous voyez, ça a marché. D'abord, ça n'a pas marché parce que la Grèce ne va pas mieux. La bourse grecque va mieux. La bourse grecque va mieux parce que on a cassé les salaires et que ça devient un pays, comment on va dire, attractif pour les investisseurs, entre guillemets. Parce qu'on a cassé tout le système social, on a cassé les conventions collectives, on a cassé le droit du travail, on a quasiment supprimé les indemnités chômage, où on les a rendues tellement compliquées à avoir que beaucoup ne peuvent plus les avoir. Mhm. Et puis là-dessus,
Vous avez la guerre en Ukraine. La Grèce est un pays sans énergie, sans source d'énergie, sauf un peu des mines de lignite. Donc le prix de l'électricité et du gaz s'est envolé. Et donc, en même temps, enfin, peu après que les Grecs aient subi ce choc européen d'austérité, ils ont à subir un choc inflationniste qui est beaucoup plus fort qu'en France. Imaginez qu'aujourd'hui, le SMIC, le salaire minimum, est à peine supérieur à ce qu'il était en 2012. À peine supérieur. Il a passé le niveau de 2012 l'année dernière, parce que l'inflation a été tellement forte que le gouvernement a été obligé de faire plusieurs hausses de SMIC. Mais la perte de pouvoir d'achat est considérable. Parce que pendant toutes ces années, il y a eu de l'inflation, et donc voilà. Alors, ça, c'est sur le bilan économique. Alors, on a détruit tout l'appareil productif grec. Hein. Les industries ont fermé, les gens se sont retrouvés des milliers de gens se sont retrouvés au chômage, de couverture sociale, ce qui a eu pour conséquence de remettre l'Église au centre de la vie sociale parce que l'Église orthodoxe grecque a une tradition de comment dire, d'aide sociale. Donc, si vous voulez, comme l'aide sociale d'État a quasiment disparu, c'est l'Église qui a repris ce rôle social avec tout ce que ça implique dans la société. C'est-à-dire que, par exemple, en 2011-2012, vous aviez presque plus de 50%, un peu plus de 50% de Grecs qui étaient devenus partisans de la séparation de l'Église et de l'État. Aujourd'hui, on est retombé bien en dessous, parce qu'effectivement, ce rôle social de l'Église a remis l'Église dans une situation d'utilité sociale pour un grand nombre. Idem pour les grandes fondations d'armateurs, Niarchos ou Onassis, qui ont des fondations charitables, un peu à l'américaine. Ces fondations ont repris une partie de l'aide sociale. Donc, si vous voulez, l'aide sociale a été en quelque sorte privatisée. Euh, et puis alors, et j'en terminerai là, mais on en reparlera. On a démantelé le droit du travail. Totalement. Alors, il faut savoir, donc si vous voulez, toutes les lois Macron sur l'assurance chômage, la retraite est à 67 ans hein, en Grèce aujourd'hui. Toutes les lois sur le recul de l'âge de la retraite, etc., tout ça a été testé en Grèce. Ça a été testé. Alors maintenant, si vous voulez regarder notre avenir, je vais vous dire quelle a été la loi sur l'horaire du temps de travail, l'horaire maximum du temps de travail qui a été adoptée à l'automne dernier, parce qu'il faut comprendre que ça continue aujourd'hui. Il n'y a plus la Troïka, il n'y a plus les mémorandums, mais je vais revenir 2 minutes sur les mémorandums. Mais ce rouleau compresseur ultralibéral, il continue. Donc, le gouvernement de droite, réélu l'année dernière, je vous dirai pourquoi j'essaierai de vous expliquer pourquoi il a été réélu, a fait adopter en octobre, euh, une loi qui permet de cumuler les emplois, parce qu'effectivement, le niveau des salaires a tellement chuté qu'un salaire ne suffit pas pour faire vivre sa famille. Donc, il faut souvent cumuler 2 ou 3 emplois. Alors, ce deuxième ou ce troisième emploi, il était au noir. Et donc, il payait pas de... Parce qu'il dépassait Cotisation. l'horaire légal de travail. Donc, il ne payait pas de charges. Hein. Et donc, là, on a fait passer une loi qui permet de cumuler 2 emplois donc qui permet à l'État
de toucher les charges sur les 2 emplois que beaucoup de travailleurs sont obligés de cumuler, pour un total de 13 heures maximum par jour. Vous m'entendez bien? C'est-à-dire que en octobre dernier, on est passé d'un horaire légal de 8 heures par jour à un horaire légal de 13 heures par jour sur 6 jours par semaine. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une semaine légale de travail en Grèce qui est de 78 heures. Mhm. Mhm. Voilà ce qui est notre avenir si nous restons dans cette Union européenne. Et voilà ce qui est, si vous voulez, au cœur même de l'expérience de laboratoire qu'on a fait en Grèce qu'on a faite en Grèce pour voir jusqu'où on pouvait aller. Mhm. Alors, jusqu'où on pouvait aller. Alors, c'est là qu'est le nœud, si vous voulez, parce qu'en 2015, entre 2012 et 2015, il y a eu un mouvement social extraordinairement fort, avec des manifestations qui ont jeté dans les rues des centaines, des dizaines, parfois des centaines de milliers de personnes, un peu partout à travers le pays. Et donc, il y a eu un mouvement social extrêmement fort et qui parfois a pu faire penser à une situation pré-insurrectionnelle. Mhm. Sauf qu'on a eu un parti qui s'appelle toujours Syriza et qui a dit, tenez-vous tranquille, on va arriver au pouvoir. Et quand on sera au pouvoir, on va changer de politique. Mhm. Et donc, en réalité, Syriza a calmé le jeu. Ils ont gagné les élections de fin 2014. Pendant 6 mois, ils ont, alors, suivant les interprétations, ils ont mimé une résistance ou tenté une résistance. Aujourd'hui, si vous me demandez mon avis, ça fait déjà un moment que je le pense, ils ont mimé cette résistance parce que on sait aujourd'hui que bon, peut-être Varoufakis c'est encore, mais les gens qui étaient à la tête de Syriza n'avaient aucune intention d'aller au bout de la logique de rupture. Mhm. Et donc, si vous voulez, quand celui que vous avez en face ou ceux que vous avez en face sont résolus et sont convaincus que vous n'irez pas au bout, c'est Mhm. comme si vous ne faisiez rien. Mhm. Mhm. Et donc est arrivé à l'été 2004, l'été 2014, donc ça va, non, 2015, l'été 2015, ça fera 10 ans l'année prochaine ce fameux référendum, qu'en réalité Tsipras a organisé parce qu'il pensait le perdre. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Ils pensaient le perdre Donc parce qu'il y a eu une campagne de peur incroyable. Hein. On a c'était dit un aux Grecs, référendum, c'était un référendum qui demandait aux Grecs s'ils étaient d'accord avec la proposition de la Troïka, c'est ça? voilà, c'est un référendum Oui, qui demandait aux Grecs, oh, vous me voyez toujours? oui, oui. Je vous ai perdu, moi. Ah non, voilà. C'est un référendum qui demandait aux Grecs s'ils voulaient ou non accepter le programme de la Troïka, le troisième programme de la Troïka. Hein, ça Donc, c'était s'appelle, un programme d'austérité. oui, oui, le troisième programme d'austérité. Et donc la réponse la réponse attendue était soit un très petit non, soit un oui, on accepte parce qu'on ne peut pas sortir de l'Europe et sortir de l'Europe. Mais moi, j'étais là à ce moment-là. Euh, pendant, pendant un mois, on a martelé sur tous les tons aux Grecs, si vous votez non, nous serons expulsés de l'euro et nous serons expulsés de l'Union européenne. Et malgré tout, ils ont voté massivement pour le non. Et il faut bien voir,
quand on regarde la sociologie électorale de ce référendum, c'est que vous avez toute une partie de la bourgeoisie, enfin toute une partie des classes moyennes qui votent traditionnellement à droite et qui ont voté non. C'est-à-dire que le gouvernement avait derrière lui un peuple qu'il aurait pu réunir sur cette résistance à cette politique infernale qui était imposée depuis 2012. Mhm. Et il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas l'intention de le faire en provoquant ce référendum. Mhm. Et donc aujourd'hui, la situation politique est telle que, alors, Syriza est resté au pouvoir 4 ans supplémentaires, puisque derrière, il a organisé des élections qui lui ont donné une majorité réduite, mais une majorité quand même, enfin pas à lui seul, mais Syriza plus un allié de droite dite souverainiste qui n'avait rien en réalité de souverainiste, puisqu'ils ont tout gobé, mais Mhm. euh, la, 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 la trahison de Syriza a démobilisé une énorme partie de l'électorat, hein. Et donc, sur le coup, les gens ne voulaient pas du retour de la droite au pouvoir, donc ils ont voté Syriza. Mais 4 ans après, quand ils ont vu que Syriza avait mis en place une politique encore pire que celle des gouvernements de droite et sociodémocrates qui l'avaient précédé, Mhm. c'est-à-dire que le troisième mémorandum, je vais revenir sur ces mémorandums, le troisième mémorandum, celui de Syriza, a été le pire, et il a été pire que les deux autres réunis. C'est-à-dire qu'on a cassé plus de choses sous Syriza qu'on avait cassé sous la droite et sous le gouvernement du Parti socialiste. Mhm. Et donc, évidemment, aux élections suivantes, Syriza a été sanctionné. Et il a été sanctionné parce que la participation s'est effondrée. Et c'est ça la leçon de cette séquence, comme on dit aujourd'hui, c'est qu'en réalité, la trahison de Syriza a ramené la droite au pouvoir, et à mon avis, elle y est maintenant pour un très longtemps, parce que toute une partie de l'électorat de gauche ne veut plus voter pour Syriza, il ne veut plus non plus voter pour la droite, et donc il ne va plus aux urnes. Et donc la droite a une majorité par défaut. Aujourd'hui, on a une majorité absolue de la droite avec trois partis de droite radicale qui sont également représentés au Parlement. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a un bloc des droites qui est autour de 55% du corps électoral, 55-60% du corps électoral qui va voter, parce qu'il y a une grande partie de l'électorat qui ne va plus voter. Mais en même temps, quand on interroge les Grecs, ils disent on ne fait pas confiance à ce gouvernement et le pays va de plus en plus mal. C'est-à-dire que, si vous voulez, le choix de la droite est un choix par défaut Mhm. parce que Syriza a découragé l'électorat résistant, entre guillemets, que le vieux parti communiste, le Koukoué, on dit en Europe, en Grèce, le KKE, il n'a pas réussi à récupérer ce mécontentement. Alors, il a repris des couleurs, hein. On a aujourd'hui un Koukoué qui est donné autour de 9%, 9-10%. 10%, ça semble le plafond, mais on est entre 7 et 9% de l'électorat, ce qui ferait rêver le Parti communiste français, mais, C'est euh, sûr. mais qui, dans la situation politique grecque, ne permet pas de construire une alternance. Mhm. Alors voilà, si vous voulez, c'est un champ de ruines. La politique européenne est un champ de ruines social, c'est un champ de ruines économique, parce que le potentiel économique de la Grèce a fondu, hein. Il faut savoir, alors on vous dit aujourd'hui la Grèce va mieux, les économistes de carnaval vous disent
Oui, oui, la Grèce est un pays d'avenir, etc. D'abord, il disait ça 2 ans avant la prétendue crise grecque. Moi, j'ai publié dans La Grèce et les Balkans le rapport de l'OCDE 2 ans avant la crise grecque. C'était quasiment, la Grèce était quasiment, pour ses experts, entre guillemets, était quasiment un tigre européen. Mm. C'était quasiment l'équivalent de la Corée du Sud. Donc, ces gens-là se trompent tout le temps. On les écoute, mais ils se trompent tout le temps. Ils se trompent sur leurs prévisions, ils se trompent sur leur analyse, ils se trompent sur les remèdes qu'ils appliquent. Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le PIB grec est encore de 20% inférieur à ce qu'il était au début de la crise. C'est-à-dire que quand on me dit la Grèce va mieux, je dis, mais enfin, regardez, ça va faire bientôt 15 ans, et à 15 ans, la richesse nationale qu'on a détruite n'a toujours pas été reconstituée. Mm. Donc, c'est une catastrophe économique. Et Mm. c'est une catastrophe politique parce qu'il n'y a plus d'alternance possible en Grèce pour l'instant. Mm. Mm. Parce que la gauche Mm. Syriza s'est discréditée. La dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est ce que c'était que les mémorandums, parce que ça Mm. en dit long sur ce qu'est l'Union européenne. On nous dit l'Union européenne, c'est la démocratie et l'état de droit. Mais en Grèce, l'Union européenne a piétiné la démocratie et les droits de droit. Elle a imposé 3 mémorandums successifs. Qu'est-ce que c'est que les mémorandums qui ont été imposés à la Grèce? C'est des accumulations de plusieurs centaines de pages de mesures qui touchent tous les domaines de la vie nationale. Le droit privé, le droit public, le, le statut des travailleurs, le droit social, etc., etc. Donc tout ça a été rédigé à Bruxelles. Enfin, à Bruxelles, à Berlin, à Washington en partie. Tout ça a été rédigé en dehors de Grèce. A été rédigé en anglais. Pour partie, n'a pas été traduit en grec. Et on a obligé le Parlement grec à 3 reprises, le pistolet sur la tempe, euh, en disant si vous ne votez pas ça, on coupe les crédits. Et donc, ça a été, ces centaines de pages ont été votées avec une procédure d'urgence qui ne permettait pas aux députés grecs de prendre connaissance de la totalité des mesures et euh, a été adopté en piétinant le droit fondamental d'un Parlement qui est le droit d'amendement, puisqu'on a dit aux députés grecs, vous n'allez pas adopter mesure par mesure, mais vous allez adopter le bloc sous forme d'une loi de 2 paragraphes disant euh, on adopte la totalité du mémorandum et on donne au gouvernement le pouvoir de transcrire en droit privé, en droit, dans le droit, dans la loi, Mhm. tout ce qui est contenu dans ces mémorandums. C'est hallucinant sur le plan de la procédure parlementaire et de la démocratie. Donc, si vous voulez, cette Union européenne, elle a détruit l'économie grecque, elle a détruit le droit social grec, elle a plongé la Grèce dans un marasme dont elle ne sort pas, et elle a piétiné les règles fondamentales de la démocratie. Et Mhm. après, on nous dit l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est le voilà. C'est la Il solidarité. faut voir, il faut voir que la mortalité en Grèce a explosé. La natalité s'est effondrée parce que les jeunes, ces 500 000 jeunes, c'était des jeunes qui étaient en âge de faire des enfants. Donc, si vous voulez, et les vieux qui n'étaient plus soignés, la malnutrition, etc., tout ça a explosé. La, le,
l'usage des drogues a explosé. Si vous voulez, on n'en finirait pas de dire les conséquences délétères de ces politiques sur le pays. Mhm. Voilà. Mhm. Et donc, si vous voulez, tout ça, c'est quelque chose que l'Union européenne euh, a le projet de dupliquer. Et donc, si on ne l'arrête pas, ça viendra chez nous à un moment ou à un autre. C'est déjà venu avec Macron. Alors, ça vient au compte-gouttes, alors qu'en Grèce, on l'a imposé massivement. Mais C'est déjà le là, cas là, avec toutes les là, le directives. gouvernement vient d'imposer la privatisation d'une partie des universités. Vous Mhm. verrez, vous Mhm. verrez dans quelques mois ou dans quelques années, si on n'arrête pas Macron et ses semblables, ils feront la même chose. Mhm. Voilà Et qu'est-ce pour que la bah, situation grecque. merci pour ce panorama et cette explication de ce qui s'est passé en Grèce. On voit que c'est vraiment terrible, la misère qu'a répandue toute la politique d'austérité, les cures d'austérité de l'Union européenne, etc. Qu'est-ce que vous pensez des organisations de gauche qui sont encore sur ce mantra de dire qu'on pourrait faire une Europe sociale, qu'il faut réorienter l'Europe, etc. Si vous voulez, l'Europe sociale, l'Europe puissance, l'Europe indépendante, c'est du pipeau. Voilà. Donc, euh, l'Europe a été, je citais dans les 30 bonnes raisons, un syndicaliste belge qui, dans les années 50, dit si on ne fait pas une Europe plus sociale que ce qu'elle est aujourd'hui, les gens se détacheront de l'Europe. Mais cette Europe sociale, c'est une chimère. Je veux dire, tout a été fondé dès le départ sur le principe du libéralisme économique. Mhm. Il faut remonter, mais ça, Annie Lacroix-Riz l'a fait magistralement, il faut remonter aux origines idéologiques de cette Union européenne. Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? C'est pas du tout une initiative européenne, c'est une initiative américaine. C'est la volonté pour les États-Unis d'organiser un marché européen dans lequel on supprime les frontières internes et les risques de change pour permettre plus facilement la pénétration des produits américains. Mhm. Annie Lacroix donne dans un de ses livres, je ne me souviens plus lequel, l'exemple de la communauté européenne du charbon et de l'acier, dont le premier acte est de cesser d'acheter du charbon polonais parce qu'il est du mauvais côté du mur pour acheter du charbon américain. Et puis, accessoirement, euh, fermer les mines de charbon européennes, sauf les allemandes. Euh, Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec le gaz? Mhm. On nous a coupé du gaz russe pour acheter du gaz de schiste américain. Là encore, nos écologistes trouvent ça très bien d'acheter du gaz de schiste américain plus cher, infiniment plus cher que le gaz russe, et surtout et aussi infiniment plus polluant. Donc, si vous voulez, la logique, le logiciel de cette Europe, il n'est pas européen, il est américain et libre-échangiste. Si vous êtes dans un système de libre-échange généralisé, la concurrence avec une monnaie qui reste, même si le taux de change a descendu, a chuté depuis 10 ans, elle reste surévaluée parce qu'on a détruit des capacités productives. Vous voyez bien tout ce qu'on a détruit, tout ce qu'on a déindustrialisé en France. La Grèce, c'est pire, mais on l'a fait également en France. Même si le taux de change est descendu, comme nos capacités productives ont descendu, cet euro reste surévalué et destructeur pour notre économie. Mhm. Donc, vous ne pouvez pas avoir un système social meilleur
performant ou même garder le système social actuel si vous gardez cette monnaie qui détruit vos capacités productives. Mhm. Mais cette monnaie et cette organisation européenne de libre-échange sans barrière douanière autour de la zone européenne et avec donc des conditions de concurrence qui sont tordues à l'intérieur par le fait qu'on a des pays forts et des pays faibles et la même monnaie qui donne un avantage aux pays forts contre les pays faibles, vous ne pouvez pas garder votre système social ou alors vous mettez tout le monde au chômage et vous détruisez toute votre économie. C'est ce qu'on appelle la dévaluation interne. Donc, si vous voulez, le système même de l'Union européenne, créé par les États-Unis pour permettre la meilleure pénétration de leurs produits, et on le voit bien avec tous les accords de libre-échange, et le TAFTA reviendra à un moment sur le bureau, on l'appellera autrement, mais Mhm. l'accord de libre-échange avec le Canada, l'accord de libre-échange avec ceci, avec cela. Plus vous multipliez les accords de libre-échange, c'est valable évidemment pour les agriculteurs, mais également pour les industries, plus vous supprimez les barrières douanières, et plus vous êtes obligé de compenser votre déficit de compétitivité par une baisse des salaires ou par une pression sur les salaires et par une désintégration du système social. Mhm. C'est ce qu'a montré la Grèce et c'est ce qui est à l'œuvre partout en Europe. Mhm. Voilà. Donc l'Europe sociale, c'est du pipeau. Et les syndicats qui continuent à tenir ce discours-là, ils le tiennent parce que les secrétaires généraux des grandes fédérations, l'appareil syndical, les appareils syndicaux trouvent un avantage à l'Union européenne, ils les financent, Mhm. hein, les financements européens vont vers les partis politiques comme vers les syndicats, et qu'il offre à la nomenclatura, comme on disait dans le système soviétique, à la nomenclatura de ces syndicats, il leur offre des rentes de situation. Regardez les anciens secrétaires généraux des grandes fédérations syndicales, ils sont tous recasés dans les instances, beaucoup ont été recasés dans les instances européennes avec des prébendes, avec des gros salaires, avec des voitures de fonction, etc. Donc si vous voulez, vous avez aujourd'hui quelque chose qui est dramatique, qui est que les syndicats et les partis politiques de gauche ne défendent plus la classe ouvrière ou la classe paysanne, mais ils se déterminent vis-à-vis de l'Europe, de l'Union européenne, en fonction de ce que leur organisation et la couche supérieure dirigeante ces organisations tirent comme profit personnel et organisationnel de cette Union européenne. Donc c'est un Mhm. système extraordinairement pervers. Et Mhm. donc cette Europe sociale n'existe pas, elle n'existera jamais, c'est un leurre, comme l'indépendance européenne est un leurre. Mhm. Dès l'origine, cette Union européenne, à l'époque Communauté économique européenne, a été créée comme le pendant économique de l'OTAN. Voilà. Donc, si vous voulez, et à Maastricht, on a dit, on a gravé dans le marbre que OTAN et Europe, c'était comme ça, les doigts de la main. Et vous voyez bien comment ce qu'avait fait le général de Gaulle, c'est-à-dire retirer la France du commandement intégré de l'organisation atlantique, euh, a été réintégré, la France a été réintégrée dans ce système par l'Union européenne. C'est-à-dire que ce sont les traités européens qui ont permis à Chirac d'abord au moment des guerres de Yougoslavie en premier, à Sarkozy ensuite,
qui a acté la réintégration, à Hollande qui l'a finalisée et à Macron qui la pousse jusqu'à l'absurde, euh, de réintégrer la France dans ce magma otanien. Et en réalité, l'Union européenne, comme l'OTAN, n'a jamais été européenne, elle a été le pied économique d'une intégration atlantique. Mhm. Ça n'est pas une intégration européenne, c'est une intégration atlantique. Mhm. Voilà. Et donc Macron aujourd'hui le montre. Si vous voulez, d'un côté, il parle de souveraineté européenne, ce qui n'existe pas, ce qui est une pure imbécilité. Je veux dire, c'est stupide, c'est absurde, il y a pas de souveraineté européenne, il n'y en aura pas. La souveraineté, c'est lié à un peuple, une nation. Voilà. L'Europe n'est pas une nation, c'est pas un peuple, ça le sera peut-être, je crois que ça ne le sera jamais, mais ça le sera peut-être dans 200 ans si on continue sur cette voie-là, mais à mon avis, il y aura une guerre de sécession avant. Mais d'un côté, il vous parle de souveraineté européenne, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il met le porte-avions Charles de Gaulle pour la première fois sous commandement de l'OTAN. Donc vous voyez bien que ça n'existe pas. Mhm. L'Union européenne, c'est la soumission aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc c'est le bras armé économique pour une soumission des pays européens, des nations, des États européens aux États-Unis d'Amérique, comme l'OTAN est le bras militaire de la soumission des États européens. Ce sont les deux choses. On sait aujourd'hui par l'ouverture des archives américaines, parce que les Américains ont ça de bien, c'est qu'ils ouvrent leurs archives, donc on sait les choses, on les sait avec du décalage, mais les historiens le savent. On sait aujourd'hui que l'idée de la monnaie unique, elle est soufflée au vice-président de la Commission européenne de l'époque, âme damnée de Jean Monnet, euh, euh, par le département d'État américain, qui a fait un mémorandum sur le fait qu'il faut faire la monnaie unique pour limiter les risques de change. Voilà, c'est tout. Mhm. Vous, vous, les Européens ne sont dans cette affaire que des jouets Mhm. consentants. Donc si vous voulez, il n'y a pas d'Europe sociale possible, il n'y a pas d'Europe puissance possible. La seule Europe qui est possible aujourd'hui, c'est une Europe qui mettrait à terre cet édifice antidémocratique, destructeur économique, destructeur du droit social, destructeur de nos sociétés. Parce que moins vous faites nation, plus vous faites tribu. C'est-à-dire que moins vous avez une nation fière d'elle-même dans laquelle les gens peuvent se reconnaître, et plus vous encouragez les identités, pas les identités supranationales qui n'existent pas et qui sont du domaine du rêve, mais vous encouragez en réalité les identités infranationales, Mhm. c'est-à-dire les tribus, les religions, les clans, ceci, cela, ce qu'on voit aujourd'hui. Mhm. Donc, si vous voulez, cette intégration européenne est en réalité une désintégration de nos sociétés. Et si nous voulons reconstruire des sociétés solidaires avec des peuples qui comptent dans le monde et qui sont capables d'avoir une voix originale, il faut sortir de cette affaire pour reconstruire, sortir, détruire. Il faut retrouver notre indépendance monétaire, il faut retrouver notre indépendance militaire, il faut retrouver notre indépendance économique, notre indépendance douanière. euh, Donc vous dites qu'il faut et, sortir clairement de mais bien l'UE, il ne faut sûr, il faut pas seulement sortir. Et désobéir. si la France sort, l'Union européenne n'existe plus. Donc, je veux dire, voilà, c'est pas le Brexit, si vous voulez. La Grande-Bretagne a toujours été un pays périphérique et voilà. Si la France sort, c'est terminé. Bon. Et si c'est terminé, après, on peut reconstruire d'autres choses. On peut reconstruire des coopérations multilatérales, ce qui marche. Mon Europe, l'Europe que j'aime, c'est l'Europe de l'Agence spatiale européenne,
où vous avez des pays qui font un programme scientifique ensemble, qui mettent de l'argent en commun et qui ensuite, en fonction de leur choix, choisissent tel ou tel programme sur lequel ils vont mettre davantage et surtout où chacun reçoit en fonction de ce qu'il a donné. C'est-à-dire qu'il va recevoir des commandes industrielles en fonction de l'argent qu'il a mis. Voilà, Mhm. ça marche. Mhm. Ça a été le modèle du Concorde avec les Anglais, d'Airbus avec les Allemands, de D'Ariane. l'Agence spatiale européenne avec beaucoup, dont les Suisses. Euh, donc, euh, donc voilà, mais cette Europe technocratique, dictatoriale, qui nous conduit vers toujours plus de censure, toujours plus de répression, toujours plus de destruction du système social, euh, c'est une Europe mortifère. Merci beaucoup, Olivier Delorme. Donc, je rappelle que vous aviez écrit donc en 2016 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe, que je conseille à tout le monde. C'est très clair, c'est synthétique. Vous pouvez le feuilleter, enfin le prendre par les différents chapitres, hein, parce qu'il y a 30 chapitres en tout. Et comme vous le disiez au départ, c'est un bon argumentaire pour tous ceux qui veulent mieux comprendre ce que Un c'est que manuel de combat. c'est ça, ce que c'est l'Union C'est européenne mon petit livre rouge. depuis les origines et toutes les conséquences aujourd'hui qu'on observe, notamment, vous l'avez dit, la catastrophe sociale qu'on voit déjà en France, hein, depuis de nombreuses années, mais comme vous l'avez expliqué en Grèce aussi, la marche à la guerre, notamment aussi contre la Russie, et le fait que la France soit plus du tout indépendante et que la République est de plus en plus vidée de son contenu. Donc merci encore Olivier et à très bientôt. Merci à vous, merci de m'avoir invité.